Bon. Chers amis des Richter, eh bien, pour la séance d'aujourd'hui, il n'y avait rien de plus, je dirais, pertinent que de nous installer devant une sorte de nature morte, puisque la nature qu'on va découvrir aujourd'hui est-elle bien vivante, et c'est celle de Frédéric Bahl, pour un livre qui n'est pas vraiment son premier livre, parce qu'il a publié d'autres choses au fil des années, des livres notamment consacrés à l'art, etc. Mais c'est son premier texte littéraire, roman, puisqu'il est mis roman sur la couverture. Après, je crois, une fréquentation assidue de la littérature qui doit remonter à une soixantaine d'années. J'aurais pu apporter ici d'ailleurs une publication qui paraissait dans les années 50 à la télé de Scarbeck, qui s'appelait Rencontre, et en première page de laquelle avait publié Frédéric Bahl, qui s'appelait encore Charles Flamand, un manuscrit, un original de Julien Gracq. Alors, vous savez sans doute que Julien Gracq, ça compte beaucoup pour moi, mais je crois qu'un des éléments qui m'ont mis sur la piste de Julien Gracq, c'est notamment cette émotion. Il se trouve que, par la force des choses, on se connaît depuis fort longtemps, donc. Et en même temps, je vais vous avouer que je l'ai, dans ces derniers jours, découvert à travers ce livre, appelé roman, mais qui pourrait aussi bien être une épopée, aussi bien être une suite de cantos, comme les aurait composés l'auteur des cantos. En tout cas, c'est un livre sans modèle, même si on a l'impression que quelques grandes figures le boostent, en quelque sorte, quelques grandes aventures de la littérature, celle d'Ezra Pound que je viens d'évoquer, mais aussi celle de Joyce et de beaucoup d'autres, ont probablement servi d'entraîneur, comme on dit en boxe, à l'écriture de ce livre. C'est un livre qui fait déjà date. Voilà, ça n'arrive pas souvent qu'un lecteur assidu, professionnel, puisse dire ça. Je ne l'ai pas vécu souvent d'ailleurs dans ce qu'on appelle ma carrière. Vous savez qu'une carrière, comme disait Splitner, il avait fait une si belle carrière qu'il a fini par tomber dedans. Ça n'est pas arrivé tellement souvent. C'est arrivé ici. C'est arrivé ici avec un Proust, un livre d'un écrivain belge, ce qui ajoute quand même un petit parfum plus ou moins nationaliste à la chose. C'est un livre extrêmement important, pas seulement pour des raisons littéraires sur lesquelles nous reviendrons, mais parce qu'il est un cri devant tout simplement l'état du monde. Tout simplement. L'état dans lequel nous errons. Dans quelle étagère, n'est-ce pas? Où en sommes-nous exactement? Bon, nous l'apprenons par bribes, comme ça, jour après jour, mais une vision globale de ça, une vision synthétique, sur le plan artistique, sur le plan strictement littéraire et aussi poétique au sens large, on n'en avait pas eu d'une telle force. D'une telle force qui n'est pas non plus une force écrasante, dans la mesure où c'est énormément nourri d'inventivité, de créativité, d'humour, de drôlerie, de férocité. Si on devait chercher quelques disons, pôles qui auraient attiré cette écriture, j'en ai cité tout à l'heure, en langue française, on pourrait penser
peut-être, alors qu'on est vraiment aux antipodes de ça au niveau de la réflexion, à Céline, mais on peut aussi bien penser à Rabelais, et peut-être plus à Rabelais, dans la mesure où, justement, dans l'édito du dernier Marginal, j'ai été amené à parler et à citer Rabelais, à citer Gargantua, parce que Gargantua parle, à un moment donné, de l'art de la paix, c'est-à-dire qu'il invente la notion d'art de la paix et non pas d'art de la guerre. Mais pour essayer de corriger l'état général dans lequel nous sommes, qui est un cas objectif de guerre permanente, quel est l'art de la paix possible devant tout cela? Alors, un des langages possibles de l'hypothétique restauration de la paix, c'est la dénonciation, c'est le pamphlet, c'est le fait de dire les choses comme elles sont réellement, ou comme on s'interdit de les voir, tout en devant admettre, une fois qu'on s'en est véritablement imprégné, qu'elles sont réellement aussi épouvantables qu'elles le paraissaient au premier coup d'œil. Dans ce livre, qui comporte 7 parties, mais on pourrait aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, appeler ça 7 chants. Il y a différentes clés, comme on dit, des clés en musique, des clés de sol, de fa. Et ici, elles correspondent à peu près à chacune des parties, c'est-à-dire que chaque partie a son langage propre. Ça démarre très très fort dès le début, ça finit très très fort sur la fin. Je vous lis les premières lignes de la 7e partie. Les Francis débarquent à la soirée cancan de New Age City, made in Paname, de minuit à l'aube, just arrived on the scene, crazy fucking well circus, fabulous and destroyed. Jean Lalouette et Jimmy Undergroove dans le départ de la saison Queens et Cuir. La Vénus de Botruccelli sort de l'Hudson of the Big Apple, l'Electro Club et ses Dactylo Nibar, Flirtatious Women et autres guest stars, allume un max, drague tout ce qui passe, les Oceanic Girls, l'écume aux lèvres, chaude de la cuisse, speedée du va-et-vient, musicienne de literie, camériste à zob, tirent une bordée en doublant le cap de bonne jouissance, surdouée et surlookée, fière cavale, alerte, délurée, désinvolte, l'œil pétillant, les lèvres insolents, la crinière vaporeuse, échassière et ravageuse, multitalentueuse, balance terrible, butine les lance-fleurs, les gimmicks hip-hop sur des basses profondes, Michael, Bustiflash et Louise Rebelle. Et alors, vous regardez la page qui suit, vous dites, est-ce qu'il va tenir la distance? Et on s'aperçoit qu'il y en a encore 2, il y en a encore 2, il y en a encore 2, et ainsi de suite, jusqu'à la 30e page. C'est-à-dire de tenir cette cadence, de tenir cette intensité. On peut franchement piquer où l'on veut. Crazy fucking wild circus, bass boys et super nanas, coucheuses et stressées de la Louvre, mix et scratch jusqu'au lever du jouir, les big girls mettent les b-boys en appétit et se font régaler, dégustent les morceaux friands, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et aux antipodes de ce passage, toujours à titre simplement d'échantillon, il y a la description d'une cérémonie extrêmement grave, puisqu'il s'agit tout simplement des funérailles d'un souverain. D'un dictateur. D'un dictateur. Et c'est la 3e partie, si je me trompe, non? Dont les funérailles sont payées par le président directeur général de la société multinationale. C'est la 3e partie. Hein. La 3e partie. Oui. Ouais. Je commence. Le président directeur général reparut sous un déguisement neuf. Sa chevelure encadrait de boucles à reflets fugaces un visage en lame de couteau, avec de petits yeux enfouis au fond des orbites et des lèvres dédaigneuses où la moindre flatterie excitait un sourire de satisfaction. Le collet rabattu de son pourpoint laissait entrevoir le plumage chatoyant du gallinacé,
qui se rengorgeait et criaillait après ses acolytes. Sa longue queue aux plumes osselées se redressait, et il la déployait en éventail pour se pavaner au grand soleil de la fatuité. Nous avons trouvé la bonne méthode pour nous enrichir. Quels barrages nous faisons construire dans ces pays et quelles usines clés en main n'y vendons-nous pas, avec en prime dégradation de l'environnement et dette à nous rembourser jusqu'à la disparition de notre espèce, triste tropique, transfert de technicrologie. Nous exportons même là-bas des déchets radioactifs. Nos agissements portent jusque sous nos latitudes leurs fruits empoisonnés, l'effet de serre autour de flammes, les assassins suffoqués par les puanteurs que dégagent les restes de leurs victimes. Qui l'eût cru, c'est nous qui sommes cuits. Par bonheur, la banqueroute mondiale et le Fonds Miracle International nous aident à pressurer les peuples. N'allez pas chercher trop loin les responsables de la famine dans ces contrées. Et ne vous en demandez plus pourquoi 80 pays du terreux monde sont encore plus pauvres qu'il y a 10 ans. Chronique de l'immondialisation sauvage. Vous voyez déjà l'immense contraste entre ce qu'on pourrait appeler la poétique du premier passage qu'on a lu et la poétique de celui-ci. Donc, entre ces différentes clés, comme je disais, il y a toute une série de variations et de registres qui font de ce livre une démonstration assez stupéfiante de performance linguistique. Alors là, je viens d'employer le mot performance parce qu'on va quand même parler un peu de qui est Frédéric Bâle. Frédéric Bâle, beaucoup d'entre vous le connaissent, mais sous une autre qualité que celle d'écrivain, puisqu'il fait partie de l'histoire du théâtre belge, même si en commençant d'en faire, il n'avait pas tout l'intention d'être un jour reconnu dans cette historiographie, mais il se trouve que ce qu'il a fait en créant l'ensemble le théâtre et laboratoire vicinal, pour ceux qui s'en souviennent, ça a été le grand démarrage dans le théâtre en Belgique, mais aussi en Europe et aussi international, de cette version, j'allais dire francophone, encore que le langage utilisé n'est pas toujours le français, du théâtre du corps. On est dans la mouvance des grands créateurs, inspirateurs d'un nouveau langage théâtral des années 60, 70, dans lesquels il y avait Grotowski, il y avait Barba et il y avait Frédéric Bâle. Alors voilà, première question, entre la littérature et le théâtre, ton cœur balance. Est-ce que c'est ce balancement qui a fait que tu t'es à un moment donné décidé à te mettre à écrire de la littérature, j'allais dire autonome, c'est-à-dire pas de la littérature qui demande la transposition scénique, l'interprétation dramatique, etc. Bon, merci pour tous ces éloges. D'abord, je tiens à dire que je n'ai aucune espèce de prétention et nos amis, nous n'en avons jamais eu aucune. Nous avons toujours eu horreur toute notre vie de tous les prétentieux et de tous les m'as-tu vu en tout genre. Donc, je vais vous répondre très modestement. En fait, ce rapport entre l'écriture et la scène et la voix a commencé extrêmement tôt. En 1950, j'avais 10 ans et nos parents, je dis nos parents parce que mon frère c'est Frédéric Flamand, que vous connaissez certainement, nos parents, mon frère avait 6 ans, avait 4 ans, et nos parents ont décidé que je devais voir Paris absolument. Et nous sommes donc allés à Paris pendant une semaine, ça a été une révélation absolument incroyable. Le lendemain du voyage à Paris, assis sur un mur à 3h de l'après-midi en plein soleil, je vous en parle, ça s'est passé en 1950 comme si ça se passait à cet instant même, je me suis juré que plus tard je ferais des choses tellement extraordinaires, sick, que j'habiterais dans cette ville. Et j'ai commencé à écrire un texte qui avait à peu près 30 versions différentes, qui était écrit au crayon et que je disais à haute voix. Donc les choses commencent très très tôt pour n'importe qui. D'ailleurs, je ne me suis pas occupé à me mettre en avant en disant cela. Je n'ai malheureusement jamais retrouvé ce texte. Et mes amis et moi, à la télé de Scarbeck, nous avons une culture orale, entre autres. Donc nous avons organisé un premier tournoi d'éloquence en 1954, j'avais 14 ans.
Et chaque année, il y avait des tournois d'éloquence qui n'étaient pas des tournois d'éloquence, qui étaient des règlements de compte où on s'attaquait très très violemment à toutes les valeurs qui nous entouraient. Nous étions très opposés à la société dans laquelle nous étions nés et nous ne savions pas encore à quel point nous allions l'être plus tard. Alors, il n'était pas extraordinaire de fonder un théâtre d'avant-garde en 1970 dans des conditions pareilles. Quand j'étais au service militaire en 1965, j'ai lu 200 livres sur le théâtre. Donc je lisais depuis 9 heures, je nettoyais un couloir, je mangeais quelques tartines, et puis je lisais depuis 8 heures du matin jusqu'à 10 heures moins quart le soir. Je lisais à peu près un livre sur le théâtre par jour. C'était des livres sur la mise en scène principalement, sur les théâtres d'Asie, le No, le Kabuki, le Katakali, etc. Et en lisant ces livres pendant une année, je me suis rendu compte qu'il y avait une histoire secrète du théâtre qui était absolument occultée, qu'il y avait des gens qui avaient fait des recherches tout à fait extraordinaires, et que toutes ces choses étaient cachées. Nous considérions, mes amis et moi, que le théâtre avait un siècle de retard sur le jazz ou sur la peinture moderne, et je me rendais compte que d'autres avaient pensé la même chose, et que ces choses avaient été oubliées. Et 2 ans plus tard, nous avons découvert Grotowski au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, le Living Theatre au Théâtre 140, etc. Là, subitement, on se rendait compte qu'il y avait quelques hommes dans le monde, pas très nombreux d'ailleurs, qui avaient compris la même chose et qui l'avaient appliquée à la scène. Et nos acteurs ont hérité de l'entraînement de Jerzy Grotowski grâce à 2 metteurs en scène flamands, Toon Brulin et Frans Marijnen. Et nous avons fait donc un premier spectacle en 1970 au 109 rue Vert à Schaerbeek. Après quoi, nous avons fait 8 tournées de 20 000 km aux États-Unis, on a été au Japon, au Venezuela, au Mexique, en Iran, etc. etc. Bon, enfin, le vicinal a duré 10 ans. 3 ans après sa fondation, mon frère a fondé Blanca, qui lui aussi a commencé à voyager dans le monde. Après ça, il y a eu le théâtre de banlieue, fondé par Alain Mébirouk. C'était donc des théâtres d'avant-garde où l'aspect visuel et plastique était très important, où il y avait toute une recherche sur le geste, bien sûr, la libération du corps, hein, et des recherches sur la voix aussi. Donc il y avait des textes qui étaient écrits en fonction de ces recherches, avec des jeux de mots, avec des textes qui permettaient tout un travail vocal. Donc on en revenait au texte que j'avais écrit à l'âge de 10 ans, bien sûr, que je lisais déjà à haute voix. Après ça, j'ai décidé de cesser de faire du théâtre parce que je ne voulais pas consacrer ma vie au théâtre. C'est aussi simple que cela, puisque je lisais Joyce à 18 ans et Proust à 12 ans, bon, donc je voulais absolument écrire. Alors écrire, pour moi, a toujours été un problème extrêmement grave, parce que le fait de connaître beaucoup de choses, vous m'excuserez de le dire moi-même, peut être un handicap très sérieux, parce que vous comparez ce que vous écrivez à ce que d'autres ont écrit, bien sûr. Et donc il y a une exigence extrême qui se développe, puisque vous lisez des textes extrêmes. Et d'abord, j'ai écrit un livre sur le sculpteur Reinhold, qui a exposé dans le monde avec Alechinsky, qui est mort il y a 5 ans. C'est un livre qui est apparu au Fonds Mercator chez Albin Michel. Après ça, j'ai fait un livre avec lui aux éditions Fata Morgana en France, etc. Et puis j'ai décidé de m'installer à Paris il y a 20 ans. Ça a toujours été le rêve de ma vie, depuis l'âge de 10 ans. Et donc j'avais 53 ans. Et je me suis installé à Paris. J'ai commencé à faire à peu près 15 km par jour dans les rues, en faisant des improvisations dans la rue, etc. Et il y a un texte que j'ai écrit qui était de 5-6 lignes, qui était l'évocation, écrite en quelques minutes, l'évocation d'un port dans la brume. Un port dans la brume dans le Nord. Quand on est à Paris, on rêve du Nord, bien sûr. Et le lendemain, je me suis réveillé, je me suis dit... Que se passe-t-il dans un port? Qu'y a-t-il dans un port? Il y a des trafics de matières premières, il y a des tueries sur les quais, il y a des trafics de stupéfiants, etc. Et j'étais dans une librairie et je suis tombé sur un livre d'Éric Fotorino, qui n'était pas encore rédacteur en chef du Soir. Du Monde, pardon. Et qui parlait justement des matières premières.
J'ai lu ce livre en une journée, je lui ai téléphoné le lendemain, je lui ai demandé de pouvoir le rencontrer, ce qu'il a accepté immédiatement. Il m'a reçu pendant 2 heures, il m'a donné des pistes de lecture, il m'a parlé de Jean Ziegler, il a commencé à me parler du tiers-monde, etc. J'ai commencé à lire énormément de livres à ce sujet, sur les multinationales, sur la Banque mondiale, sur le Fonds monétaire international, sur l'Organisation mondiale du commerce, dont j'ai très vite compris que c'était des organisations criminelles. Ce qu'à peu près personne n'osait dire en ces termes d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire en certains termes, il est temps de les dire d'autant plus. Et j'ai véritablement traversé l'enfer à pied pendant des années, en lisant toutes ces choses, en rencontrant des spécialistes de l'économie, des finances, des spécialistes des organisations internationales, des spécialistes du nucléaire, des spécialistes de la pollution. Et je me suis rendu compte que la situation mondiale, dont nous savons tous qu'elle est très grave, était bien plus grave que nous l'imaginons. Qu'il y avait des masses d'argent absolument considérables, dont on ne savait pas d'où elles venaient ni où elles allaient, qui étaient dans des paradis fiscaux. Je me suis rendu compte que le colonialisme n'avait jamais cessé. Les pays prétendument civilisés ont colonisé d'autres régions. Ces autres régions du monde se sont révoltées. Et ce qui était le colonialisme politique est devenu un colonialisme économique. Donc les multinationales se sont installées dans le monde. Et il y a eu une dette de tiers-monde qui s'est constituée, la plupart des pays ne payant que les intérêts de cette dette. Et pour les payer, que font-ils? Ils vident leur sous-sol et ils détruisent la végétation, ils détruisent leurs forêts, avec les conséquences écologiques catastrophiques qui existent aujourd'hui même sous nos yeux. Je n'oublierai jamais, il y a des choses, c'est pas pour vous parler de moi que je vous dis ça, mais il y a des choses qu'on n'oublie jamais de sa vie. Il y a peut-être 10-12 ans de cela, dans un éclair, lisant un livre sur la pollution, je me suis dit l'espèce humaine va disparaître. Bon, pourquoi? Parce que je venais de lire qu'il n'y avait plus un poisson dans 25 000 lacs aux États-Unis, et que sur toute la surface des eaux du globe, que ce soit des rivières, des fleuves, des mers, il y a une mince couche, je ne pourrais même plus vous dire de quoi, qui est une espèce de pétrole sur toute la surface des eaux du globe. Donc vous imaginez bien que c'est une situation inouïe. Et cette situation est due à un système économique mondial où des assassins de la nature, c'est-à-dire des assassins de l'espèce humaine, agissent en profondeur sans que personne n'ait aucun contrôle de ce qu'ils font. Ce sont des gens qui ne sont pas élus et qui agissent dans l'ombre. Et bon, la situation, elle est comme ça. Donc, où il va y avoir un sursaut général, c'est-à-dire une prise de conscience mondiale de cette situation et une révolte générale des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, où ça va tourner à la catastrophe. Mais quand vous parlez avec un spécialiste du nucléaire qui est quasiment un prix Nobel, ça se passait il y a 6 mois, il me dit « Écoute, je regrette beaucoup, mais nous avons droit dans le mur. » Donc, ça, on évite de trop l'écrire en ces termes dans la presse, bien sûr, parce qu'on ne veut pas affoler les populations, mais il faut voir les choses comme elles sont. Si tu permets, c'est que voilà. Je disais tout à l'heure sur l'importance déterminante de ce livre qui est paru aux Éditions La Différence, qui est une maison très exigeante, très ambitieuse, mais relativement modeste. Et je sais que ce manuscrit a circulé aussi dans des maisons plus importantes. Mais je me dis, en lisant le livre, que ça ne m'étonne pas du tout qu'il ne l'ait pas publié, parce qu'on sait bien que ces maisons-là participent à des groupes économiques extrêmement influents et qui ne peuvent pas se permettre de répercuter un certain discours. L'autre point, c'est que ce que Frédéric vient de dire, c'est vrai que nous le lisons, mais toujours de manière un peu émolliente. Dans la presse générale, nous savons qu'il y a de la pollution, nous savons qu'il y a des abus financiers, nous savons qu'il y a une économie secondaire, etc. Mais ce qui fait de ce livre quelque chose d'important, c'est qu'il montre la puissance de feu de la littérature. C'est-à-dire que c'est très bien de dire les choses de manière journalistique, de manière essayistique,
et de les démontrer avec une rigueur plus ou moins compétente en économie, en sociologie, en tout ce que l'on veut. Mais y ajouter, et là je pense que à ce degré d'intensité littéraire-là, en français, certainement, ça n'a jamais été fait. Donc, de lui donner cette épaisseur et cette violence qui vient de l'art d'écrire, ça, c'est le grand apport de ce livre. C'est pour ça que je vous répète que je suis personnellement convaincu que ce moment que nous vivons ici, et nous avons des rendez-vous mensuels depuis des années, il n'arrive pas si souvent que l'on puisse dire c'est un moment capital de l'histoire de la littérature. C'est-à-dire qu'il y a là un livre qui a un avant et qui a un après. Évidemment, ça ne sera pas immédiatement reconnu par l'opinion générale. La preuve, c'est qu'il y a déjà eu quelques articles sur ce livre qui n'en disent finalement pas grand-chose. Au contraire, qui ont parfois tendance un petit peu, sauf le très bon papier qui est apparu dans le Carnet des Instants, qui lui mesure cette force d'impact, mais il y a très très peu de choses qui osent dire à quel point ce livre est considérable. Et il est considérable parce qu'il donne à tous ces... Moi j'ignorais complètement que depuis des années et des années et des années, qui accumulaient auprès de gens comme Ziegler et d'autres de l'information sur tout ça, tu as bien fait de garder tout cela par-devers toi pour le dégorger, si l'on veut, dans une œuvre littéraire d'une aussi forte densité. Parce que ce livre, il ne s'est pas fait en un jour. Hein. Ce n'est pas le genre de roman qui s'écrit en un tour de main. Il a été réécrit 22 fois, il y a 5500 pages de brouillon. Bon, ça ne m'étonne pas. Et le deuxième sera prêt d'ici 2 ans. J'ai donc dû apprendre le français d'abord. C'est à peine une boutade, parce que c'est une langue d'une complexité inouïe. Puis alors c'est-à-dire que ce n'est pas un livre qu'on peut lire à une vitesse normale. Hein. Je veux dire, je vous assure, même un vieux routier de la lecture dans mon genre a dû mettre le ralentisseur presque tout le temps. Parce Quand que... je parlais de modestie, bon, le fondateur du roman moderne, d'une manière générale, on considère que c'est Gustave Flaubert. Bon, Gustave Flaubert a été très influencé par Stéphane Mallarmé, ce que la plupart des gens ne savent pas. Bon, donc il a écrit 4 romans, dont il a voulu que ce soit des poèmes. Bon, il faut se dire que pour chaque roman qu'il a écrit, il a compulsé 5000 volumes. Donc il a compulsé 20 000 livres pour écrire les 4 romans qu'il a écrits. Bon, et ce sont des romans, évidemment, d'une densité extrême. Vous n'allez pas lire Madame Bovary en un après-midi, sauf si vous voulez avoir une ménagère, bien sûr. Bon, et très souvent, vous allez relire la même page 5 fois, 10 fois, etc. Or, je viens de la poésie. C'est pas pour vous parler de moi que je dis ça. Bon, donc j'ai voulu écrire, évidemment, des textes qui aient la densité de la poésie. Donc il est évident que, par exemple, il y a la description l'évocation, parce que ce n'est pas une description, il y a l'évocation d'un port dans les 6 ou 7 premières pages, mais c'est un poème, évidemment. Bon, donc c'est un texte... À la fin aussi, ça. Oui, la fin aussi, bien sûr. À la fin, ça commence d'une manière piétonne, n'est-ce pas? Ça commence à 5 heures du matin, dans un port, dans la brume, il y a un personnage qui se promène dans un décor, je plante le décor, dans un décor de catastrophe, évidemment, puisque je vais parler de choses extraordinairement graves. Et le ton va monter au fur et à mesure, jusqu'au dernier chapitre, qui est celui que je préfère, je dois bien dire comme ça, où le langage, sur 30-40 pages, explose subitement dans 25 directions différentes. Il y a eu quelques échos tout à l'heure. Bon, mais vous ne pouvez pas commencer un livre comme ça, parce qu'il ne faut pas tuer votre lecteur avant qu'il ait atteint la 5e page, n'est-ce pas? Bon, et je me souviens toujours de la phrase de Marcel Moreau, qui en 1965 m'a dit une chose merveilleuse, quand je l'ai rencontré, la première fois que je l'ai rencontré. Il m'a dit, je veux que mes livres soient des pièges. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord avec moi du tout, mais on commence à lire mon livre et on est pris dans un tourbillon tel qu'on se dit, mais peut-être bien qu'il a raison. C'est vrai que si tu devais avoir un antécédent en littérature belge, c'est Marcel Moreau, c'est vrai. Par exemple. Oui. Mais j'ai bon Anne Bélier, ce qui est ici, et moi, nous avons fait des recherches d'art brut et surtout d'écriture brute avec Jean Dubuffet en 66 et en 67, donc dans les hôpitaux psychiatriques en Belgique et en France, et dans des milieux marginaux.
Et nous avons découvert des textes extraordinaires dans lesquels il y avait des jeux de mots, il y avait un travail sur le langage qui rejoignait le film de Ganswig de Joyce. Eh bien, ce n'est pas par hasard, évidemment, qu'on faisait ces recherches, et ça a eu une très grande influence sur ce que j'écris. Mais, je dois ajouter ceci, je ne veux pas que mon texte soit hermétique. Ça, c'est une chose très délibérée et très calculée, parce que, en faisant du théâtre d'avant-garde, il y a une chose dont j'ai énormément souffert, c'est que, comme le disait James Joyce, il y a deux sortes d'amour dans le monde, l'amour d'une femme pour son enfant et l'amour d'un homme pour ses mensonges. Et j'ai vu des spectateurs en très grand nombre qui faisaient semblant de ne pas comprendre ce qu'on leur montrait. Et donc qui s'arrangeaient pour avoir une interprétation tout à fait déviée de ce qu'ils voyaient. Oh, quel merveilleux acteur, quelle mise en scène extraordinaire, quel langage éblouissant, etc. Il ne s'agissait pas du tout de langage éblouissant et d'acteur extraordinaire, même s'il l'était, n'est-ce pas? Bon, il s'agissait d'un théâtre qui montrait l'envers du décor, et cet envers du décor, évidemment, beaucoup ne voulaient pas le voir, et certains sortaient du spectacle en claquant la porte. Je me souviendrai toujours qu'à Belgrade, nous avons eu le Grand Prix du Festival de Belgrade, Anne West est arrivé à une réception, et il y a une critique qui m'a dit « Mais enfin, comment est-ce que vous montrez une femme comme ça sur une scène, au lieu de montrer la belle jeune fille qu'elle est ?» Je suis devenu furieux, je lui ai dit « Madame, nous avons autre chose à faire dans la vie que de montrer des belles jeunes filles sur les scènes, n'est-ce pas ?» Bon, c'est une réponse qui correspondait à une situation que j'ai vécue. Et ça, cette ambiguïté-là, je n'ai plus voulu qu'elle existe dans ce que je ferai désormais. Et je pense que ce texte est effectivement sans ambiguïté, même s'il y a une très grande richesse de langage, un travail sur la langue, il y a des jeux de mots, il y a de l'anglais, il y a du slang, il y a de la tchatch, il y a tout. J'ai étudié le parler des banlieues dans des livres spécialisés, etc. Mais de toute façon, je crois que les choses sont assez claires, à commencer par le titre. Bien, il y a tout un chapitre, par exemple, parce qu'il faudrait s'attarder chapitre par chapitre, on pourrait faire une session chaque fois, dont l'argument central est Proust. Et à propos de Proust, tu inventes un concept de livre qui est le NRZ. Oui. Le NRZ, qui n'est pas vraiment la NRF, c'est le NRZ, et on va voir tout de suite de quoi il s'agit pour un NRZ. C'est le nouveau roman zappé. Attention, je voulais justement... Bon, ben voilà, maintenant on sait ce que c'est. Je ne serai pas de ces esprits oisifs accoutumés à lire un ouvrage de la première ligne à la dernière. J'appliquerai une nouvelle méthode, la lecture fléchée. Vous parcourez des yeux, introduits par une flèche, un très court extrait d'une œuvre, jusqu'à l'instant de répit où votre regard s'arrête sur un carré. Celui-ci vous renvoie aux notes rejetées à la fin du volume. Quelle n'est pas votre surprise d'y découvrir un résumé des 50 feuillets suivants. Cette expérience, répétée à intervalles rapprochés, offre un double avantage. Elle raccourcit le texte et vous dispense d'une corvée. Au lieu de vous éreinter à lire 3000 pages, à peine en lisez-vous 200. Non pas la lecture fléchée, mais la lecture filant comme une flèche. Le NRZ, que signifie ce sigle, met New Roman Zappé, pardi. Une série de flèches et de carrés vous aide à traverser au pas de course les fragments nécessaires à l'intelligence la plus limitée possible, rassurez-vous, de la repêche du temps gaspillé, dont vous saurez dès lors, faute de rien entendre, disserter de Anne à zéro. Alors, ce sont des passages du livre qui traitent de questions culturelles, on ne va pas trop s'y attarder, mais il y a quand même à un moment donné une attaque en règle sur l'art contemporain et sur le caractère obsolète de la peinture de Chevalet qui vaut son pesant d'or. Oui, vous m'excuserez, mais je vais devoir être très, très, très bref parce que c'est un sujet sur lequel je suis véritablement intarissable. Je pourrais vous en parler pendant 30 heures sans dormir. Bon, dans la vie, on a quelques obsessions, chacun d'entre vous en a, n'est-ce pas? Bon, rappelons en plus de filiation que tu étais aussi très copain dans ta jeunesse d'un garçon que j'ai connu aussi et qui s'appelait Spiliart. Oui, bien sûr. C'était pas le peintre. Hein, qui était qui était de la famille de Léon Spiliart. Oui, bien sûr, à l'atelier de Scarbeck. Bon. Mais nous avons eu une chance que je souhaite, je le répète, ne voyez aucune prétention dans ce que je vous dis, je vous rapporte simplement des faits.
nous avons eu une chance inouïe, aussi bien Jacques de Decker que moi, que je souhaite à chaque homme et à chaque femme en ce monde. Si c'était le cas, nous sortirions d'ici et on ne reconnaîtrait à peu près rien de ce qui nous entoure. Le monde serait totalement différent de ce qu'il est. Bon, nous sommes notamment nés dans l'art moderne. Bon, à 12 ans, je lisais les lettres de Van Gogh. À 13 ans, 14 ans, je découvrais Picasso, Paul Klee, etc., toute la grande peinture moderne, Magritte. Bon. Et à partir de 1963, c'est-à-dire à partir de l'apparition du pop art, nous avons commencé à voir apparaître des caricatures d'art moderne et des répétitions édulcorées du dadaïsme de 1916. C'est là que ça a commencé. Comment en est-on arrivé là? André Breton avait deux admirations, deux très grandes admirations. Il a su admirer beaucoup de gens, mais il y avait deux hommes qu'il admirait par-dessus tout. C'était Marcel Duchamp et Stéphane Mallarmé. Pourquoi? Parce que Mallarmé, toute sa vie, s'est interrogé sur la nature du langage, et Marcel Duchamp s'est intéressé surtout à la diffusion des œuvres. Et à un certain moment, Marcel Duchamp, très jeune, il avait 25-26 ans, c'était un homme extrêmement intelligent, certainement un des hommes les plus remarquables du XXe siècle, il a lu un livre de Kandinsky, dans lequel Kandinsky commençait à critiquer la commercialisation des arts, mais qui, en 1930, n'était absolument rien à côté de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors Duchamp a beaucoup réfléchi à cette question, et il s'est dit que n'importe quoi pouvait devenir une œuvre d'art, puisqu'il y avait des voies de diffusion dans le monde, qu'on pouvait prendre ce vers, s'autoproclamer artiste en déclarant qu'on était Marcel Duchamp, qui était un artiste, le signer et le vendre pour une fortune. Il a compris cela et il a démontré ce qu'il a compris. C'est-à-dire qu'il a signé un urinoir qui est signé MUT, M-U-T, et qui est actuellement au musée d'art moderne de New York. Ce qu'il fallait démontrer. En faisant cela, bien sûr, il a déclenché une catastrophe qu'il ne voulait pas déclencher. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines, puis des centaines, puis des milliers d'escrocs qui se sont dit « Oula, mais nous allons signer cette bouteille et la tirer à 5 exemplaires et la vendre pour quelques millions. Et d'ailleurs, cette paire de lunettes, on pourrait la casser légèrement et en faire une œuvre d'art. Et pourquoi pas ceci, n'est-ce pas ?» Bon, et c'est exactement ce qui s'est passé, ça a pris des proportions considérables. Donc, c'est ainsi que, vous m'excuserez de m'exprimer brutalement, mais nous l'avons toujours fait, que la Biennale de Venise, la Biennale de Sao Paulo, la Documenta de Cassel, 500 000 visiteurs tous les 5 ans, la plus importante manifestation d'art contemporain dans le monde. On dit communément le regretté Jan Hut. Le regretté Jan Hut. Bon, toutes ces expositions sont devenues de véritables poubelles. Et ça a pris des dimensions absolument incroyables. Une des choses les plus terrifiantes qui s'est passée, c'est qu'on aurait pu imaginer que des critiques, que des gens intelligents, qui avaient une certaine culture, qui avaient vu des gravures de Picasso, sinon de Goya, qui avaient vu des dessins de Rembrandt pour remonter dans le passé, qui savaient ce que c'était que les masques des Indiens Kwakiutl de la côte ouest des États-Unis et les peintures sur écorce de mûrier d'Océanie. On aurait pu imaginer que ces gens réagisseraient très violemment, exactement comme je le fais moi-même sur 40 pages. Pas du tout. Ils se sont mis à applaudir, à tout rompre de la crasse. C'est une situation inouïe. Et vous avez actuellement, dans le monde entier, des pages et des pages sur des œuvres qui sont parfaitement nulles. Vous pouvez avoir 2 pages sur un cube blanc qui est exposé dans un espace. Ce qui donne quelquefois des péripéties amusantes, comme ce qui s'est passé il y a quelques semaines, je ne sais plus dans quel musée, où une nouvelle nettoyeuse venait d'être engagée, mais pas initiée. Et elle a considéré que une charrette, je crois, qu'on avait renversée avec de la terre dedans, ça n'était pas sa place dans le musée, elle a tout nettoyé. Et le problème, ça a été de savoir comment les assurances allaient réagir. Bien sûr, évidemment. Bon, mais je dois tout de même, ce n'est pas pour vous parler de moi, mais je dois quand même vous raconter cette histoire. Bon, nous arrivons pour la première fois aux États-Unis. Nous traversons les États-Unis en voiture en 5 jours, nous jouons à Los Angeles.
l'article du Los Angeles Times s'intitule « Los Angeles, are you ready for this ?» Donc, Los Angeles, êtes-vous prêt pour ça? Bon. Donc, on fait une espèce de triomphe à Los Angeles, très bien, bravo, on ne fait pas du théâtre pour faire des triomphes. Bien, le 6e jour, je dis à mon ami Radomir de l'Athénéum Scarpé, qui parle 10 langues et parfaitement l'anglais, je dis Radomir, nous avons 2 heures devant nous, nous allons aller voir le musée d'art moderne de San Francisco, avant de Los Angeles, avant de repartir vers San Francisco. Nous voilà dans cet endroit qui a coûté une fortune, c'est un building de 5 étages. Bon, au rez-de-chaussée, il y a une botte de foin dans un coin. Et dans l'autre coin, il y a des poutrelles rouillées en quinconce qui ont plusieurs mètres de haut. Au premier étage, il y a des projections de petites lumerottes comme ça, des taches de lumière sur le sol. Bon, nous sortons après 1 heure de cette exposition, si on peut encore l'appeler ainsi, et je regarde Radomir et je dis Radomir, nous ne sommes plus dans un... Il ne s'agit plus d'art ici. Nous sommes en dehors de l'art. Bon, que signifie socialement, politiquement, économiquement, le fait qu'une société se permet, dans un endroit qui a coûté une fortune, d'exposer du vent? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce que ça voulait dire, on l'a su par après, puisque ça a pris des proportions inimaginables. Donc il y a des milliardaires de l'Inde ou de la Chine qui sont conseillés par des, on ne sait pas trop par qui, par des spéculateurs, qui leur conseillent d'acheter cette table un peu cassée, si possible, avec une tache aussi, si possible aussi, signée bien sûr par quelqu'un dont on ne parlera plus jamais dans les temps à venir. Et puis ils achètent ça ils gardent cette œuvre, si on peut appeler ça une œuvre, pendant 6 mois, et puis ils la revendent à un autre, etc. Il y a toute une spéculation qui s'est créée autour de ça. Bon, donc je vous ferai remarquer que c'est le même système économique qui détruit la nature et qui détruit des pans entiers de la culture. Exactement le même système économique. Ça aussi, c'est une des idées clés du livre. Et je crois que cette articulation-là, personne ne l'avait encore faite. Je vais lire un passage qui illustre ce que tu viens de dire. Cela dit, je ne suis pas homme à m'enfermer dans un rôle. Je peindrai sur un mur le mot révolte et me donnerai pour un nouveau Rimbu aux semelles de plomb. En clos de barbelé, un champ de betteraves afficherait mes opinions politiques. Une brouette apparaîtrait comme un plaidoyer en faveur du jardinage. Engagé volontaire pour défendre les matières grasses, j'emballerai une motte de beurre dans du papier recyclé. J'inviterai des membres de la Société des Amis du Muselé, Société des Amis du Muselé, reconnue d'utilité publique, à caresser un chien de porcelaine. Ils formeraient des vœux pour la perpétuation de l'espèce canine. Le cadavre d'un requin pulvériserait tous les records de vente, il flotterait dans un aquarium rempli de formol. Ce cadavre de requin existe. Absolument. Absolument, parce qu'il y a une chose qui est quand même inouïe aussi, c'est que, bon, encore une fois, nous n'avons aucune prétention, mais il y a des gens qui, lisant ces textes, croient peut-être que j'ai une imagination extraordinaire. Mais je n'ai aucune imagination. Ces choses existent. Bon, il y a un requin qui est dans du formol, n'est-ce pas, qui se vend, je suis un ringard qui calcule encore en francs belges, qui se vend 500 millions de francs belges. Donc c'est 12 millions et demi d'euros. Bon, et vous voyez des articles sur le gaillard. Et on se réjouit des records, d'ailleurs. Et on se réjouit des records. Et ce monsieur travaille avec une 50aine de personnes qui travaillent pour lui et qui mettent des requins dans le formol. Bon, et tout ça passe comme une lettre à la poste. Ça n'a absolument rien à voir avec l'art. Rien du tout. Bon, c'est de la pure spéculation au nom de l'art. Alors ces gens ont toutes les prétentions, hein, parce que vous les entendez dire qu'ils ont dépassé l'art moderne. Hein. Bon, d'ailleurs, ils ont inventé le postmodernisme. Oui, le post-minus-dernisme. Non, on parle... on parle d'art moderne classique. L'art moderne classique, c'est donc Jean Dubuffet, Pierre Alechinsky, Paul Klee, Picasso, Van Gogh, tout ça est dépassé. Dépassé par quoi? Par une escroquerie, par du vent. Donc ce sont des escrocs non seulement dans les faits, mais ce sont des escrocs dans le discours qu'ils tiennent. Nous vivons une drôle d'époque. Hein. À propos de drôle d'époque, alors revenons au champ du politique, avec un autre passage. Vous tirez argument de nos richesses pour imputer le malheur des peuples à notre influence tyrannique.
Au lieu qu'on ne saurait rien imaginer de si ridicule, que nous ne soyons tenus de prévenir les objections et d'établir notre innocence, n'allez pas discréditer nos mérites, diriger contre nous des accusations absurdes et nous faire grief de nous approprier le bien d'autrui. Les gouvernements sont soumis à nos groupes financiers qui rongent la souveraineté des États. Nous jouissons d'une impunité absolue. Nos réseaux commerciaux ne connaissent pas de limites. Nous nous entendons bien au maniement des affaires, dissimulons l'origine frauduleuse de notre fortune et n'apportons aucun esprit de justice à nos entreprises sans possibilité de recours et que nulle instance y puisse intervenir. Nous sommes juges et partis, observons nos propres règles et n'avons pas plus à nous défendre des reproches que vous nous adressez qu'à nous disculper des méfaits dont vous nous déclarez coupables, si les buts qui se rapportent à nos actes ne leur assignent de finalité qu'économique, étouffer toute autre considération. Des émeutes dégénéreraient en révolte générale, risquerait-elle de paralyser nos activités dans un pays du traître monde? Seule une intervention d'une puissance industrielle pourrait brusquer le dénouement de la crise, etc. Et là, je veux dire pour ma part, croyant te connaître, je n'imaginais pas que ton approche de la société et du monde d'aujourd'hui était aussi attentif et aussi fin analyste de ce gigantesque syndrome qui est le nôtre. Mais bon, ça vient de l'étude des choses. Et aussi de ce que nous avons vécu. Bon, moi, j'ai vu des choses absolument horribles dans le monde. Horribles. Bon, je n'ai jamais été un touriste, je déteste le tourisme, je le dis franchement. Hein, bon, autre chose à faire que de prendre des vacances. Bon, mais nous avons été au Venezuela, nous avons été au festival de Caracas, autour de la ville de Caracas, il y a 400 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles. Il y a 1 milliard de gens qui vivent dans des bidonvilles actuellement, dans le monde. Bon, vous êtes à Caracas, il y a 400 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles autour de Caracas. Vous êtes là, un festival d'avant-garde, vous êtes reçu comme un roi, tout ça c'est très joli. Bon, mais vous allez vous promener dans ces bidonvilles, vous constatez que les gens n'ont pas d'électricité et volent l'électricité. Donc il y a un fil qui est relié à l'électricité et personne n'intervient, l'État n'intervient pas, on les laisse voler de l'électricité parce que sinon ils n'ont pas d'électricité. Bon, et alors on a peur des insurrections, etc. Bon. Vous vous promenez dans Mexico en 1974, il y a des trous de 2 mètres dans les trottoirs, en plein centre de Mexico. Bon, vous mettez une lettre à la poste à Caracas, elle n'arrivera jamais, parce que les gens qui travaillent à la poste, c'est malheureux, n'ont pas en France, sont sous-payés et volent les timbres. Bon, vous mettez cette même lettre au Hilton, elle n'arrive pas non plus, parce que les gens qui travaillent au Hilton sont sous-payés. Donc il faut envoyer la lettre par valise diplomatique. Bon, quand on transporte vos accessoires qui sont à l'aéroport de Caracas, Radomir doit rester assis sur une caisse pendant toute une journée parce qu'on vole des voitures entières à Caracas, etc., etc. Bon, aux États-Unis, j'ai vécu pendant 15 jours dans le South Side de Chicago. Je suis occupé à lire un livre, d'ailleurs, écrit par un sociologue américain à ce sujet, où je retrouve tout ce que j'ai vu. Bon, mais vous êtes dans une ville bombardée, dans le South Side de Chicago. Ouais, les maisons tombent en ruine. Bon, il y a une criminalité inimaginable. Bon, dans le ghetto de Los Angeles, il y a des dealers de 13 ans. Bon, la moyenne de mort, c'est 21, 22 ans. En 2014. Bon, c'est absolument incroyable ce qui se passe. Bon, il y a des enfants de 12 ans qui disent, bon, notre avenir, c'est la prison, la drogue et la mort. Bon, et ils savent très bien qu'ils ne vont pas vivre très longtemps. Bon, donc c'est toute une situation. Alors quand on voit ces choses, évidemment, on commence à se poser des questions et on se demande pourquoi il en va ainsi. Bon, il y a des idéalistes qui disent qu'il faudrait qu'il y ait un gouvernement mondial, mais il y a un gouvernement. Il existe, il y a un gouvernement mondial d'assassins. Avec trilatéral. Bien sûr qu'il y a un gouvernement mondial. Bon, il y a des gens dans l'ombre qui dirigent. D'ailleurs, ce que j'appelle la pompe mondiale, le Fonds Morne-Plaine International et l'organisation mâcheuse de cadavres. Bien sûr, parce que quand ces organisations se réunissent, c'est écrit dans tous les livres sur le
le tiers-monde et cette situation. Les représentants des multinationales sont dans les couloirs et achètent les gens et ont une influence décisive par l'argent sur les décisions qui se prennent. C'est tout à fait évident. On n'en est même plus à se demander s'il faut un gouvernement de gauche ou de droite en France. De toute façon, il y a un problème de compétence. Il y a ce qui se passe en dessous de ce que vous lisez dans le journal, qui est d'une gravité incroyable et qui a des conséquences écologiques catastrophiques. Bon, il y a des multinationales qui puisent des ressources naturelles en Afrique sans aucun contrôle, avec des conséquences écologiques catastrophiques. On considère qu'il y a 7 millions de personnes cette année-ci qui sont mortes à cause des problèmes atmosphériques. Bon, c'est très difficile à calculer, bien sûr. Mais enfin, où en sera-t-on dans 10 ans bon. Parce qu'il y a aussi une chose qui est très particulière, à laquelle je pense très très souvent. Bon, vous savez que Proust a merveilleusement parlé de l'habitude, n'est-ce pas? Bon, on s'habitue aux choses. Quand Proust parle de ça d'un point de vue psychologique, il est dans un nouvel hôtel, il ne se sent pas très bien, il ne parvient pas à s'habituer à l'idée qu'il est à l'hôtel de Balbec, et puis petit à petit, il s'habitue, et ça devient son milieu, etc. Bon, mais ce raisonnement est valable politiquement et économiquement. Bon, il faut bien se dire que le monde... L'accoutumance. Oui, l'accoutumance. Mais il faut bien se dire que le monde, ce n'est pas une critique du tout de la Réunion où nous trouvons, mais le monde n'est pas à l'image de ce que nous vivons à cet instant même. Hein. Bon, nous sommes l'exception ici. Bon, nous avons tous mangé, nous sommes tous bien nourris, nous sommes au chaud, nous avons la certitude de pouvoir dormir, nous devisons toutes ces choses, nous avons la certitude de pouvoir dormir dans un appartement ou dans une pièce ou dans une maison ce soir, etc. Mais la situation dans le monde, ce n'est pas ça. Hein. Il y a 15% des Français qui vivent dans la misère, dans une des sociétés les plus avancées du monde, ne parlons pas de la Belgique. Bon, vous voyez ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe au Portugal, etc. Bon, la situation mondiale est catastrophique. Évidemment, pour qu'il y ait cette prise de conscience, je le répète, et c'est ce qui s'est passé par exemple à l'époque de Dickens en Angleterre, il a fallu que des écrivains le mettent noir sur blanc. Il a fallu que Zola écrive pour que toute une série de situations de base soient visualisables et imaginables même par le lectorat. Et c'est là que l'intervention littéraire dans ce cas-ci est tellement importante. Et je vais lire un autre passage, parce que c'est un passage qui fait un peu penser à du Flaubert, c'est dans cette scène de funérailles. Et que les dignitaires ont rendu un suprême hommage à la dépouille mortelle, vous assistez à la levée de corps, puis vous traversez la cour d'honneur avec les membres de la famille, les chefs d'État et souverains étrangers, les ambassadeurs et ministres, les généraux et amiraux escortés de gens de robe et tenues d'apparat, coiffés d'une toque de velours, l'hermine mouchetée à l'épaule, et vous suivez, tandis que le frappement des sabots sur l'asphalte, accordé à celui des baguettes sur les tambours voilés, rebondit contre les façades, l'affût de canon traîné par 6 chevaux attelés en paire et surmonté du cercueil couvert de 3 bouquets, l'un de narcisses à blanches fleurs campanulées, l'autre d'humble marguerite, le troisième de roses rouges nouées de barbelés, respectivement offerts par la pompe mondiale, le Fonds Morne-Plaine International et l'organisation mâcheuse de cadavres, et êtes ainsi du cortège, tout occupés à surveiller vos voisins pour vous aligner dans le rang, cravatés et gantés de noir, rasés de frais, le teint jaunâtre, la taille droite, les souliers vernis, votre jaquette égayée, osons le mot, d'une pochette de soie, vous en essuierez à 2 reprises, 2 devraient suffire, vos yeux embués de larmes, l'air sinon trop ostensiblement affligé, pour ne pas éveiller les soupçons, du moins assez triste, pour que votre chagrin paraisse sincère. C'est un passage magnifique, dans lequel il y a cette triade d'abréviation qui est comme une petite bombe dans ce catafalque. Et c'est tout ça, c'est ce grand art-là, et j'y insiste, parce que le discours que tu tiens, c'est vrai qu'on doit reconnaître que, je sais pas moi, des gens comme Mélenchon et tout ça, le tiennent, mais la différence, c'est quand ça passe par le prisme de la création. Oui.
Parce que là, brusquement, et on en fait l'expérience en lisant ce livre, c'est la puissance de la création qui densifie le discours et qui lui donne quelque chose d'infiniment plus chargé de sens. C'est un peu comme des piles atomiques qui résistent bien davantage que les constats, les analyses, les commentaires, d'ailleurs totalement nécessaires. Donc voilà, je vous avais dit que la rencontre d'aujourd'hui sera importante et trop courte, parce que nous avons déjà atteint l'heure fatidique de la fin de la rencontre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis très heureux de l'avoir partagé avec vous et avec Frédéric Val. Voilà, merci. Comment vous écrivez? J'ai connu un frère qui s'appelait Moïgano. C'est de votre famille? Non, je l'ai très bien connu. 160. Oui, mais les œuvres restent, vous savez. Ça reviendra. Qu'est-ce que je vais mettre? Ah, qu'est-ce que vous faites? Ouf! Ah oui, oui, bien sûr, j'ai Didier de Villiers. Ah oui, oui, je sais. Oui. Et où est le bibliothécaire? On est où? Ah, dans les Marolles. Ah bon? Donc, il se